l'architecture des jardins qui travaille surtout, à dire vrai, sur la transition écologique et le vivant. Voilà, donc c'est la cinquième séance de ce premier cycle. Il y aura un second cycle à partir de septembre prochain, où là, les 6 invités seront des femmes. Voilà, ça changera un peu. Mais il y aura toujours Thierry Paco pour raconter 2, 3 trucs. Voilà. Alors, bon, pour changer un peu par rapport aux 4 précédentes séances, j'ai demandé à Gilles de nous parler de personnalités qui l'ont marqué, et non pas simplement de notions, de concepts ou de réalisations. Bon, donc vous vous en souvenez, on avait eu Agnès Sinaï sur l'Anthropocène, donc il y avait des notions, des réflexions comme ça, Dominique Bourg sur la philosophie de la technique. Bon. Et là, je voudrais commencer avec Gilles par essayer de mentionner comme ça. J'ai dit 4, mais ça peut être que 3. Enfin, tu verras ce que tu as envie de raconter là-dessus. J'avais envie quand même que tu nous évoques Linné et Buffon pour réfléchir sur la classification et la nomenclature. Déjà, dans un premier temps, ben voilà. Alors, oui. Alors, bonsoir à tous. Linné, Buffon, oui, peut-être, mais je pense à d'autres, d'autres qui ont travaillé sur le vivant de façon un peu particulière, certains plus proches de nous, comme comment il s'appelle, celui qui s'est occupé des bousiers. Celui qui s'est occupé des bousiers, Fabre, qui a pour moi beaucoup d'importance. J'ai honte de ne pas retrouver son nom, mais bon, merci de me l'avoir donné. Ou Laborie, qui est quelqu'un aussi qui alors lui est encore plus proche de nous et qui a écrit des choses très importantes sur le comportement du vivant à travers l'éloge de la fuite et d'autres ouvrages comme ça. C'est-à-dire ce sont des chercheurs qui se sont intéressés à des espèces en les regardant avec une telle attention que ça les a mis presque dans une situation de dialogue. Les premiers qui ont laissé leur nom, je pense à Linné bien sûr, qui sont plutôt des nomenclateurs, bien sûr, ce sont des chercheurs, des classificateurs. Et j'ai travaillé avec des classificateurs, pas avec Linné, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai travaillé avec des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle à une certaine époque, parce que je m'étais intéressé aux insectes et que finalement, presque spécialisé dans les lépidoptères, et même dans certaines familles de lépidoptères, au point que j'avais un rapport avec la manière de travailler qu'ont les gens du muséum. Et ça m'a beaucoup intéressé, et aussi ça a été la raison d'une rupture avec cette façon de faire qui consistait finalement, pour pouvoir comprendre, à tuer. Parce que les insectes, vous ne pouvez pas dire « Ah non, ça c'est telle espèce, telle sous-espèce, telle variété » et la classifier dans la série si vous ne l'avez pas maîtrisé au point de n'avoir qu'un cadavre, à dire vrai, avec lequel vous allez faire des découpes jusqu'à dissoudre les parties génitales et voir exactement la différence qu'il y a entre telle variété et telle autre variété. J'en ai eu marre. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Et si on faisait une étude du comportement vivant? Ça a été mon cas au Cameroun quand j'ai vu arriver études sur des papillons de nuit. Tout à coup, un papillon que j'avais jamais vu, évidemment. Au Cameroun, j'avais à peu près jamais rien vu du tout. C'était une recherche extraordinaire. Et c'était que des chasses de nuit, un travail particulier, difficile et long. Mais à minuit et demi, comme ça, bizarrement, c'était assez... arrive un papillon qui ressemble à celui qui est parti. Mais vraiment, au point que on se dit c'est le même. Parce que si on ne fait pas très très attention, j'ai été obligé quand même d'en capturer. Et j'ai établi le principe d'espèce relais. L'espèce relais, c'est une espèce qui arrive et qui part quand l'autre arrive. Vous voyez, enfin bon, elles se relayent, quoi. Mais elles sont confondues au point que véritablement, on peut dire c'est la même. Si on ne regarde pas de près, malheureusement, en la tuant, en la disséquant, enfin bref.
Et quand, arrivant au muséum, je redonne mes papillotes, dans lesquelles il y avait tous ces insectes, et ils me disent, vous en avez combien? Je dis 2000. J'avais passé 1 mois et demi au Cameroun. Hein. Seulement? Alors là, je dis non, c'est pas possible, j'arrête. J'aurais préféré continuer à faire des études sur le vivant, mais sans le tuer. Et ça n'est que quand j'ai pu commencer à avoir mon propre jardin, ça c'était en 77, que là j'ai dit je tue plus. Je sais pas comment je vais faire, mais je tue plus. Rien. Bon, j'étais quand même obligé un petit peu d'enlever quelques ronces. Hein, ok. Mais c'était une prise de décision qui m'a permis, alors pour le coup, de sauver pas mal d'espèces. Mais je réponds quand même à vos deux personnages. Ils sont très importants. Peut-être que Buffon est quelqu'un qui a préparé la marque d'une certaine façon, il lui a laissé tout un héritage dont peut-être les servir. Je pense à la marque plus qu'à n'importe quel autre, parce que c'est lui le véritable inventeur de l'évolution, enfin du principe même de l'évolution. C'est pas du tout Darwin. Hein. Ça se passait 50 ans avant. C'était en 1802, quand il a écrit la philosophie zoologique, et où il fait apparaître ce principe-là de la transmission des caractères acquis, ce qu'on appelle le transformisme. Comment un être, au cours de sa vie, acquiert quelque chose et le renvoie à sa descendance. Ça, c'était quelque chose qui a bouleversé un peu, mais peut-être moins que la théorie de l'évolution écrite 50 ans plus tard par Darwin. Dans un peuple qui n'avait pas connu la révolution, c'était une révolution. Lamarck, au moment où il écrit ça, tout le monde était dans la révolution. Alors évidemment, ça n'a pas beaucoup choqué. Hein. Et puis, ça n'a pas été beaucoup suivi, et Cuvier l'a combattu énormément. Napoléon, pas du tout aimé Lamarck, parce que comme il était polyculturel, polyactif, il avait fait de l'archéologie, mais aussi de la météorologie. C'est Monsieur Météo, le premier à avoir nommé les nuages, au point qu'on croyait qu'il maîtrisait la question et qu'il savait dire le temps. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était un jour où Napoléon devait faire une discussion dehors, et à ce moment-là, il avait demandé le conseil à Lamarck, qui avait dit oui, il va faire beau, puis il a plu. Et là, il a été jeté à la poubelle, quoi. Donc, il a eu beaucoup de monde contre lui, et finalement, on l'a oublié, alors qu'il est basique, fondamental et extrêmement important. Et je vais juste finir là-dessus à propos de ces gens, disant que Lamarck apporte une des deux visions de la question même de l'évolution, qui est, à mon avis, la plus importante dans la durée. Il y a des chocs darwiniens, qui sont ceux de la sélection. Ça arrive d'ailleurs probablement en ce moment avec le changement climatique. Mais il y a des processus de l'évolution par l'acquisition d'un caractère qui va à la descendance, et ça se transforme, et ça aussi, ça existe, mais c'est beaucoup plus long. Et c'est donc, les deux choses sont très importantes, mais le transformisme est quelque chose qui donne de l'espoir. La sélection par le plus performant, non. Mais ça va avec le modèle économique, par contre, la sélection. C'est pas mon préféré. Alors, effectivement, je voulais qu'on parle un peu de Buffon, parce que j'en ai parlé aux étudiants de l'ESSAGE qui sont là, parce que c'est aussi un forestier, c'est aussi le directeur du Muséum des soins naturels, et du Jardin des plantes, comme on dit maintenant, mais c'est aussi un écrivain. Donc là, il y a un point commun avec Gilles, c'est qu'ils aiment les mots et les belles phrases, et la chose surprenante, c'est que Buffon a une œuvre écrite assez monumentale qu'il dictait. Donc là, on voit un travail énorme, et donc un de ses secrétaires était Cuvier. Pour ça aussi que lorsqu'il a fallu succéder à Buffon, qui était une forte personnalité, eh bien, il y a eu une sorte de rivalité entre Cuvier et Lamarck. Et Cuvier, qui était mieux introduit, plus mondain, dirais-je, a réussi plus facilement, aussi parce que Lamarck a toujours été le second. Dès qu'il y avait un poste de prof, c'était pas lui qui l'avait, etc. Donc il a commencé à enseigner la géologie aussi, indépendamment de la météorologie. Et puis, quand même, quelque chose de très important, bien sûr, qui est la zoologie. Bon, parce qu'on ne voulait pas lui donner les parties nobles, j'allais dire, des sciences naturelles. Alors, il y a deux termes en grec pour dire vie. Il y a bios et il y a zoé.
Et l'un va donner biographie, biologie, que Lamarck a inventé. Un Allemand aussi a inventé le même mot au même moment, pratiquement, mais la science de la vie, la connaissance de la vie. Et puis Zoé, ça va donner zoologie, ça va donner zoo, etc. Et donc on voit bien que là, il y a deux approches différentes. L'une qui s'inscrit dans une temporalité plus courte, c'est Zoé, et l'autre qui s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue, avec les cycles de l'existence et de la vie. Bon, donc là, c'est l'héritage de Buffon. Et Buffon a quand même secoué le cocotier parce qu'il n'y a pas de créateur. Donc un siècle quand même où l'Église contrôle largement la pensée, contrôle l'université, contrôle les collèges, etc. La position, non pas athée, il ne faut pas non plus créer un anachronisme, mais la position très distante du religieux et du créateur par Buffon était quelque chose qui allait dans le sens, évidemment, des encyclopédistes de cette époque. Je pense en particulier à Diderot. Donc, est-ce que tu peux nous revenir sur cette notion de biologie, puisque tu es aussi biologiste? Un peu, beaucoup. Sur cette notion de biologie, je dirais que nous sommes tous dans ce système-là, celui du vivant. Nous avons perdu l'idée que nous pourrions être fusionnels avec les autres êtres vivants en nous en séparant. C'était quelque chose qui me travaillait quand même depuis longtemps, mais un beau jour, en faisant l'exposition du Jardin planétaire à la Villette, j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Stengers, qui a fait un petit exposé où elle dit à un moment donné le mot nature a été créé par les Athéniens, les Grecs anciens, qui avaient décidé de se séparer du vivant non humain en le mettant à part, de façon à pouvoir l'observer le plus scientifiquement possible, en le soustrayant à la superstition. Et cette distance qui a commencé à être prise à ce moment-là n'a fait que s'augmenter, avec l'idée qui arrive, mais beaucoup plus tard, qu'en réalité, c'est autre chose, c'est pas nous, on n'en fait pas partie. Et ça, c'est quelque chose qui probablement est une erreur dans l'évolution, je trouve, humaine. Et quand on parle de la biologie, voilà, on est tous dans ce même ensemble. Dans un écosystème, il n'y a pas seulement des insectes, des oiseaux, des plantes, il y a les humains aussi, qui ont d'ailleurs une interaction absolument considérable. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être on a un cerveau trop gros, dont on ne sait pas vraiment se servir, et qu'on vient d'arriver sur la planète, ce qui n'est pas le cas des autres animaux et des plantes, sont là bien avant nous. Nous ne savons pas très bien comment faire dans ce système, dans l'écosystème global, celui de la planète, et nous acquérons, ça se dit ça? Nous acquérons, c'est pas très joli, hein, mais enfin bon, une sorte d'illusion de la maîtrise par un accroissement de la connaissance de la technologie, et ça nous donne le sentiment d'être les rois du monde, quoi. Et en fait, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Mais vraiment pas du tout, quoi. J'en arrive à penser que c'est intéressant dans l'évolution de l'homme, être de la biologie en fin de parcours, un des plus ultimes maillons de la chaîne de prédation qui arrive trop tôt. Enfin, il vient d'arriver sur la planète, hein, mais il arrive en tant que bébé, il sort du ventre trop tôt. Vous savez ça. Parce que s'il sortait au moment où il le faut, comme le font tous les autres animaux, qui partent en courant, qui vont se débrouiller, ils sont presque autonomes, c'est pas le cas des humains, hein, il faut les protéger pendant longtemps, ils ne pourraient pas sortir à ce moment-là du ventre de la maman, parce qu'ils ont le cerveau trop gros. Ça ne passerait pas. Vous savez ça. Donc c'est aussi pour ça, j'avais appris ça à Bali, c'est très beau, les enfants sont sur le corps de leurs parents pendant très longtemps, hein, que ça dure plus que 6 mois. Hein. Ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils ont raison, ils les protègent. Donc déjà, on a une espèce d'anomalie biologique qui vient dès la naissance. Ensuite, on a ce cerveau donc en question, il paraît qu'on se sert que d'un 8e à la fois. À quoi il sert Qu'est-ce qu'on fait les autres 8e? Ils font quoi
En fait, on vient juste d'arriver sur cette planète, c'est récent, l'histoire de l'humanité, et on ne sait pas se servir de nous-mêmes. Avec tous les autres animaux, on décide qu'eux, ils valent rien, quoi. Et on en fait quelque chose, une mise à part qui, à mon avis, est une très très grave erreur. Chaque fois qu'on peut rentrer dans quelque chose qui est un dialogue avec les êtres vivants, que ce soit des plantes ou des animaux, je pense que là, on apprend. C'est beaucoup plus lent, mais on a quelque chose vraiment de positif qui s'inscrit et ça peut devenir un rapport extrêmement heureux. C'est pas du combat, c'est qu'on apprend. Alors moi, je dialogue un peu avec quelques insectes, évidemment des mammifères, c'est facile. Avec les mammifères, on y arrive, ils sont proches de nous. Donc dans le jardin, je me sens complètement incompétent parce que je manque de vocabulaire et de perception. On a perdu, nous, animal, nous sommes des animaux, animal humain, on a perdu le sens de l'odorat, il existe un peu, mais tellement peu par rapport à ce qu'un renard qui est là-bas au bout de la salle, il peut vous dire toutes les composantes qui sont ici, mais comment ils font, quoi. Donc on a perdu ce côté biologique basique qui est l'intelligence du génie naturel à travers la perception sensible. Parce que tout passe dans le cerveau, paraît-il. Mais ça va pas. La réalité, elle n'est pas comme ça. Elle a quelque chose de concret, biologiquement parlant, justement. Et c'est quelque chose qui a été, en somme, approché par les scientifiques dont on parle. Parce qu'eux, ils étaient presque dans l'obligation de s'approcher de tous ces êtres-là pour les comprendre. Après, on a pris de la distance. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors, tu parles de la vie, tu parles de la biologie, tu parles indirectement de l'hérédité aussi, d'une certaine manière. Et il faut ajouter un autre terme qui va être développé par quelqu'un comme Jacob von Uskoul, qui était le directeur du musée de Berlin, qui a fait sa thèse sur le milieu propre à l'Attique, qui a fait couler beaucoup d'encre, ce texte-là. Mais avant lui, évidemment, il y avait des gens comme, alors, le nom va vous surprendre, peut-être, enfin, je l'espère, il y avait des gens comme Honoré de Balzac. Honoré de Balzac suivait les cours de Cuvier et il a saisi que les espèces humaines, les espèces vivantes, pouvaient avoir leur équivalent dans les espèces humaines avec des traits spécifiques du physique qui indiquaient leur comportement. Donc, d'une certaine façon, Balzac va être un collectionneur, va être un taxinomiste comme Linné ou Buffon, mais parmi simplement des figures humaines, l'avare, l'ambitieux, etc., etc. Et donc ça, on en trouve l'origine dans les cours qu'il suivait de Cuvier. Mais il a aussi lu Lamarck. Et donc du coup, il y a cette dimension de la transformation des individus par le milieu social. Et donc ça, c'est du lamarckisme d'une certaine façon, et ce sera repris et développé, sans citer Balzac évidemment, par un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Georges Canguilhem, qui a écrit un très beau livre sur la connaissance de la vie, que je vous conseille vivement de regarder, parce que la notion de milieu n'est pas au départ une notion de géographe, c'est une notion qui vient de ce qu'on appelle les sciences naturelles. Et le mot habitat, ça désigne le milieu spécifique à la production et à la reproduction d'une espèce végétale ou animale. C'est un terme de 1808 qui ne rentrera dans les sciences humaines et sociales qu'à la fin du XIXe siècle. Donc aujourd'hui, quand on dit habitat, il faut penser vivant, il ne faut pas penser habitation d'humains, les HLM, les hôpitaux de longue maladie, comme disait Godard. Mais il faut penser la territorialité spécifique aux êtres vivants. Et ça, Balzac va s'en préoccuper. Mais il y a un autre auteur que Balzac va aussi lire, qui est excessivement important, c'est Alexander von Humboldt. Est-ce que ça, tu l'apprécies, ce voyageur? Oui, oui. Humboldt, il avait un courage, je ne sais pas, un aventurier. C'est quand même quelqu'un qui... Oui, puis qui s'est
Il y a aussi à Bonpland, qui est quelqu'un qui l'a énormément aidé. C'était un botaniste qui a fini d'ailleurs par... je ne sais pas s'il a fini ses jours en Amérique du Sud, mais il est resté longtemps après Humboldt. Mais en tout cas, Humboldt a participé à l'accroissement de la connaissance sur la flore, la faune et toute cette zone du monde qui constitue la cordillère des Andes, entre autres. Et il a fait des graphiques avec les séries floristiques adaptées à des zones climatiques qui changent en fonction des hauteurs. Et c'était très pointu et quelque chose qu'on ignorait finalement. On savait ce qui se passait dans nos reliefs européens, mais on ignorait tout sur ce continent-là. Donc il s'est plongé là-dedans. Hein, c'est vraiment, il a pris en main toute l'expédition. Et c'est très beau. Son travail est très très beau. Ouais. Sans Bonpland, il aurait été un peu embêté quand même. Hein. Alors, je préciserai quand même qu'il est géologue de formation. C'est un Prussien, mais enfin, comme tous les gens lettrés de l'époque, il parle plusieurs langues. Oui, bien sûr. Et effectivement, c'est un aventurier. Il traverse l'Amérique qu'on n'appelle pas encore latine, d'est en ouest, et puis aussi du nord au sud. Et il est un observateur absolument hors pair. Et c'est lui, comme tu viens de le dire, qui remarque, qui analyse plus précisément le fait que selon les cultures, le climat change, ne change pas. Et selon la hauteur, évidemment, de l'altitude des territoires qu'il traverse. Et donc il remarque, en 1800, il remarque que les plantations de rente, c'est-à-dire les cultures de rente, la canne à sucre, etc., reposent sur l'esclavage, qu'il dénonce. C'est déjà un point politique tout à fait passionnant. Et d'autre part, il dénonce le fait que cette agriculture de rente, d'année en année, épuise le sol et modifie le climat. Donc ça, c'est des choses qu'on dit maintenant, et on s'extasie là-dessus. On dit attention, il faut revenir à la jachère, il faut revenir à des choses comme ça. Mais lui, l'observait très précisément. Et on a du mal à l'imaginer. Son œuvre majeure, alors il a énormément écrit, son œuvre majeure s'appelle Cosmos, et ça fait 4 très gros volumes. Il paraît qu'on va les rééditer, il serait temps qu'on les retrouve dans notre langue. Et c'est un autodidacte, d'une certaine manière, pour beaucoup de disciplines, mais qu'il va vulgariser, avec aussi une très très belle écriture. Donc Humboldt est quelqu'un d'incontournable, me semble-t-il. Il vit très longuement, très longtemps, près de plus de 90 ans, et il est le premier à Berlin à ouvrir ses conférences au public féminin. Alors ça déjà aussi, ça avait un peu obligé les universités à se questionner, voilà. Et donc son frère qui était ambassadeur, lorsqu'il prend sa retraite, et puis en même temps ça correspond au moment où il devient veuf et donc il s'installe avec son frère, deviendra le célèbre linguiste qu'on connaît. Donc il y a deux Humboldt. Hein. Il y en a un qui est, on va dire, naturaliste et l'autre qui est linguiste. Mais les deux vont se retrouver dans l'idée même que tout est vivant. La langue comme, évidemment, la manière de penser. Et donc, et ce qu'on observe. Et ça m'intéresse beaucoup parce que le livre de chevet d'un jeune gars qui rate ses études, qui n'est pas brillant du tout, que tu as mentionné au tout début de ton exposé, il s'appelle Charles Darwin. Son père, un révérend, ne sait pas trop quoi en faire. Qu'est-ce qu'il va devenir, ce cancre? Et il le fait engager comme mousse sur un bateau. Et il commence comme ça à 17 ans un tour du monde. Mais il a Humboldt à côté de lui et qu'il lit sans cesse. Il a la marque aussi. Il a aussi la marque. Oui. Il a tous les bouquins. Oui, absolument. Donc voilà, donc c'est un personnage assez étonnant qui en même temps fait de la politique puisqu'il va repérer un jeune gars qui va devenir son ami qui s'appelle Simon Bolivar. Vous voyez, bon, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Il ne pense pas que la connaissance est abstraite et suspendue aussi comme un lustre là au-dessus de nous. Non, ça prend corps avec une société. Et lorsqu'il va être chargé de trouver des mines d'or pour le tsar à la fin de sa vie, il ne pourra pas s'empêcher d'écrire un mémoire contre l'exploitation des paysans russes. Et là, on lui dira, rentrez vite chez vous parce que le tsar ne va pas être content quand il lira ce texte. Hein. Effectivement, ça a été le cas.
Donc Humboldt, c'est un auteur très très important. C'est même étonnant l'histoire des personnalités, parce que moi je l'observe dans la philosophie, peut-être toi dans ta partie, c'est qu'il y a des moments où ils disparaissent. Des références, on ne les mentionne plus, puis tout à coup on les redécouvre, et puis on s'aperçoit qu'effectivement ils ont eu une pensée qui a pris corps à un moment donné en relation avec la transformation même de la société. Moi j'ai beaucoup de discussions avec des collègues en philosophie. Moi je m'efforce d'incarner les idées en racontant la vie des philosophes qui les ont pensées, parce que je crois que c'est lié, que ça explique beaucoup de choses. Le fait qu'Aristote devait payer un impôt parce qu'il était considéré comme macédonien à Athènes, c'est pas pareil que quand on est fils d'aristocrates comme Platon. Platon, c'est pas son nom, comme vous savez, hein, c'est un sobriquet que son professeur de gymnastique lui a donné, ça veut dire en grec large d'épaule. Hein. Donc Platon, c'est un beau gars. Bon, moi je pense que expliquer ça, c'est pareil, si on raconte Humboldt sans parler de ses voyages, et des maladies qu'il a eues, et de la manière dont il s'en est sorti, etc. Et du fait qu'il était herboriste, qu'il avait un herbier, qu'il notait, qu'il dessinait. Si on n'explique pas ça, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. L'observation, c'est une question que je te pose, tu l'as un peu dit pour le Cameroun, mais l'observation, qu'est-ce que ça veut dire observer la nature ? Observer la nature, c'est pas faire un tableau, même si les premiers paysagistes étaient des peintres. Ils représentaient quelque chose qu'ils choisissaient par le regard dans ce qu'ils avaient sous l'étendue de leur regard, d'accord ? Mais donc c'est ça la valeur artistique. Mais ce n'est pas quelque chose qui est le vivant en soi. Quand on observe la nature, à mon avis, on s'en va dans n'importe quel endroit, quel qu'il soit, on est saisi par un ensemble qui est complexe. On a la sonorité de l'espace, la luminosité, la stridulation des orthoptères, c'est pas rien. Elle arrive à une certaine heure dans la journée. Le chant des oiseaux, on n'en parle pas. D'ailleurs, si, on en parle parce qu'il faudrait que tout le monde ait vu au moins une fois le spectacle des chanteurs d'oiseaux. Peut-être vous le connaissez, qui est quelque chose d'absolument fantastique. Ce sont deux jeunes qui ont évolué quand ils étaient petits dans la baie de la Somme. Leurs parents étaient chasseurs, hein, tu es d'accord, hein, c'est vraiment bien. Hein. Et ils écoutaient, ils les copient à tel point que si par hasard ils font un dialogue entre eux, comme ça dehors, hein, ben les oiseaux ils arrivent, hein, et ils répondent. Hein, tout se passe bien. Donc c'est merveilleux. Et c'est complexe aussi, bien sûr, mais ça nous met en situation de mesurer à quel point nous sommes ignorants, finalement, dans ce domaine-là. Tout ça parce que nous avons développé nos langages à nous. Observer la nature, c'est quelquefois se mettre en état de silence complet. Et peut-être se rouler dans l'herbe ou dans la boue, hein. Ça peut arriver, ça. C'est pas mal non plus. Mais c'est pas ce qu'on nous demande, hein. Quand on nous demande de faire un projet de paysage, on n'a pas le temps d'aller faire les expériences qu'il faudrait faire pour pouvoir percevoir la complexité de l'écosystème local. Puis quelquefois on s'en fout. C'est ici, j'ai fait la proposition de la préséance du vivant pour la Biennale du paysage à Versailles en ce moment, hein, qui aura lieu jusqu'au 13 juillet. C'est parce qu'on a oublié cette complexité qu'on connaissait déjà pas très bien, mais on l'a mise de côté pour préférer le dessin, l'architecture, le design, le graphisme et tout ce qui finalement ressemble plus à un décor qu'à un système de vie. Un système de vie, c'est quelque chose qui change en permanence. Il faut accepter ça aussi, ce qui n'est pas du tout évident. On est dans une vision fixiste de presque tout. Donc, observer la nature, c'est toujours une possibilité, mais la faire accepter pour que tout le monde vive avec, c'est plus difficile. Alors, observer, comme tu le sais, c'est un verbe qui a deux sens. C'est à la fois voir, regarder, et respecter. On observe un règlement, bon, etc. Et donc je crois que ces deux dimensions-là sont importantes, mais il y en a une autre que j'ai mentionnée pour Humboldt, c'est le dessin. Et toi, tu dessines beaucoup. Ah mais oui, mais le dessin, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix. C'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à la photographie.
Même si le photographe peut être quelqu'un qui exprime sa sensibilité et sa dimension artistique par le cadrage, par le choix du moment dans la journée où il y a la lumière qu'il faut, etc. Mais celui qui dessine, la personne qui dessine, fait une sorte de sélection dans tout ce qu'il y a sous le regard pour représenter quelque chose de particulier. Bon, on peut aussi dessiner quelque chose qui n'est pas du tout dans le sens de la vue, qui vient juste de l'imaginaire. Hein. Moi, j'ai fait petite série de dessins. Je ne les recommande pas, hein, mais enfin, je vous le signale. Ça s'appelle Les Imprévisibles, parce que moi-même, je n'avais pas prévu. Ce n'était pas ce que je voyais. Sauf que dans les réunions où on s'ennuie trop, parce que c'est insupportable, on a commencé à prendre des notes et la main, elle continue et elle fait des dessins. On ne sait pas ce que c'est qui va arriver. Après, je les finissais quand même consciemment, mais au départ, c'est l'inconscient qui travaille. Et là, pour le coup, on se demande ce qui se passe. Mais c'est très intéressant, cela dit. Je vous conseille aussi ce travail-là. Ça illustre des choses qui se passent dans un cerveau qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais enfin, le dessin joue un rôle très très important. Il n'y a pas que ça, mais moi je préfère quand ça vient de la main et pas de la machine. J'ai eu, en tant que jury, dont j'étais président à l'époque, en 2018, je crois que c'était, ou quelque chose par là, pour le Grand Prix du paysage, j'ai eu, non, je ne sais plus quand c'était, enfin j'ai eu 18 dossiers, ça oui. J'avais l'impression qu'il y avait un auteur, tellement tous les dessins étaient les mêmes. Parce que c'est la machine, on est allé prendre la forme, l'arbre, on le colle, on machin, là, etc. Et sauf un ou deux qui étaient vraiment, pour le coup, où on avait la sensibilité de l'individu, et là, ça valait le coup, quoi. Bon, moi, je connais un dessinateur, hein, je le vois là-bas, il se caresse la barbe. Je te connais, hein, Fabien. Lui, il dessine. Lui, il restitue des trucs. Il est prof, en plus, à l'école. Ça c'est super. Hein, qu'on ne pourrait pas faire avec l'ordi, quoi. Et c'est fondamental. Donc, cette façon de représenter, elle est sélective, hein, puisqu'elle ne représente pas tout, mais c'est justement cette sélection qui donne le caractère, la force, et qui va vers le projet, parce qu'on est sollicité pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va essayer de rentrer dans ton atelier ou dans ta cuisine, enfin je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que tu peux nous décrire le processus qui conduit à un projet d'un paysage ou d'un jardin? Comment ça se passe? Tu as une commande et puis ensuite tu vas sur place, tu t'observes, tu dessines ça? Parce que là on a plein de jeunes étudiants qui vont devenir paysagistes et jardiniers. Alors une commande, tout le monde ne fait pas forcément la même chose, mais j'essaie de comprendre la commande. Ça, c'est pas facile. Même si elle est formulée clairement, tant qu'on n'est pas allé sur le lieu, ça ne dit rien. Donc, je vais sur le lieu, mais en me privant de toutes les données objectives. Je ne veux pas qu'on m'apprenne le pH du sol, le climat local, même si j'en sais un peu quelque chose, parce que il peut que je connaisse la région, j'en sais rien. L'histoire, les confrontations politiques, l'économie locale, etc. Tout ça, je l'utiliserai, mais après. Parce que si je vais avec ces données-là sur le lieu, je suis conditionné. J'ai déjà fait une analyse, j'ai presque pris un choix, alors que je ne suis pas allé vivre le lieu. Il faut d'abord le vivre. Ça, c'est mon avis. Le ressentir. Et à partir de ce vécu, se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais là. Là, c'est le rêve. On rêve. C'est quoi l'idéal? Qu'est-ce que je ferais si j'étais là? En répondant peut-être un peu à la question posée par le commanditaire. D'accord. Mais c'est surtout le vivre, ce lieu, et donner la réponse la plus juste dans la vie qu'on peut avoir soi-même, sensiblement. Après, phase d'après, écriture. Écriture du texte qui est l'écriture du rêve. Là, c'est un exercice qui élimine ce qu'il y a en trop. Dans le projet du rêve, on peut avoir mélangé plein de choses. Quelques-unes de ces choses-là peuvent venir en lutte avec celles qui sont les plus importantes. Le travail de l'écriture oblige
à choisir les mots justes pour traduire tout ce que l'on a vécu. Et il y a un moment où on dit, ben non, ben ça ne marche pas, je l'enlève. C'est très important. Et ça n'a pas besoin d'être grand, c'est une page ou deux. Et ensuite, on intègre toutes les données objectives. Parce qu'il faut qu'on connaisse effectivement le climat exact, le pH du sol, l'eau, comment on fait pour... Bref, ça va conditionner toute la faisabilité technique du projet. C'est très important. Et qu'on y introduise d'autres notions qui viennent du vécu existant, qui peut exister, déjà depuis de la part des gens qui sont dans le coin, et le connaître. Donc là, il y a besoin de faire une sorte d'enquête. Mais comme je vous le disais, ça vient après. Arrive alors un projet complexe qui est à la fois issu d'un rêve et réorganisé complètement par la faisabilité technique et plus que ça, politique parfois, de façon à ce que ce soit quand même vivable, acceptable, économique, bien sûr. Donc c'est ça le processus. Alors après, il y a la mise en œuvre, et là c'est l'enfer. Je ne veux pas vous décourager, c'est juste qu'il faut vraiment avoir de l'aide, parce qu'il y a la surveillance du chantier, il y a les dialogues, il y a le choix des entreprises. Quelquefois, on est mandaté pour ça parce qu'on a une mission complète, mais on n'est pas toujours respecté, parce qu'il y a des entreprises qui sont en connivence avec le maître d'ouvrage, et finalement c'est elles qui passent alors qu'on ne les voulait pas. C'est pas facile. Il faut travailler et dialoguer avec elles jusqu'à la réception du chantier. Et à ce moment-là, il faut vraiment, vraiment arrêter de faire des conneries, c'est-à-dire dire qu'on arrête là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les paysagistes, je ne vais pas m'énerver, mais quand même, je le redis parce qu'il faut que vous le sachiez, les paysagistes, aujourd'hui encore, ont copié le contrat sur celui des architectes, continuent d'agir exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on est payé au pourcentage du montant des travaux. Quand on fait la réception du chantier, en grosso modo, ça s'arrête, même s'il y a une petite mission de suivi, surveillance pendant 2 ans. D'accord, un archi, c'est OK. Quand il a fini son boulot, la maison, elle ne va pas bouger, ou la tour. Mais le jardin, lui, il commence à vivre. On ne sait pas quand il finit, du tout. Il va se transformer immédiatement, et de façon énorme, pendant des années, tout le temps, finalement. Mais il se trouve que avec le système qui est celui de la copie que l'on a sur le contrat des architectes, c'est impossible de vivre avec le vivant, les plantes. Ça coûte pas cher. C'est 15% d'un chantier. Il faut faire du béton, il faut faire de l'arrosage automatique, il faut faire de l'éclairage inutile. L'arrosage aussi, la plupart du temps, on ferait mieux de choisir les séries floristiques capables de résister au climat qui est là. Il faut faire des escaliers, des jeux pour enfants dont personne ne se servira, enfin des tas de trucs comme ça, ça rapporte. Donc il faut complètement, je vous le dis à vous les jeunes, complètement changer le modèle en disant non, c'est pas ça. On veut être payé à la conception et ensuite, bien sûr, jusqu'à la mise en place, la réalisation, c'est un certain temps de travail, voilà. Et ensuite, on a une mission de suivi et puis on accepte enfin quelque chose qui est la co-signature. C'est la nature qui co-signe, pour commencer, parce qu'elle invente des tas de trucs qu'on n'avait pas prévus, évidemment, et les gens qui s'en occupent dans l'entretien. Il faut être en dialogue avec eux. Mais quels sont les paysagistes aujourd'hui qui dialoguent avec les gens qui s'occupent de l'entretien, qui sont plutôt des techniciens de surface qui arrivent en courant avec des souffleuses et qui repartent, et des tailleuses et des machins, parce qu'il faut qu'ils aillent d'un chantier à l'autre. C'est monstrueux. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, évidemment. Il faut s'attacher au lieu et voir comment il évolue. Donc là, il y a quelque chose de fondamental à changer sur le plan de la mise en place des contrats, le suivi et le métier même de paysagiste. Si on ne fait pas ça, on continue à travailler avec des objets, comme si on faisait du décor et on dit ça s'arrête là. Mais ça, c'est pas vrai. Bon, je ne vais pas m'énerver plus, excuse-moi. Mais je voulais vous le dire. Non, mais c'est très bien de nous informer là-dessus. Non, mais il y a un autre sujet qui est différent avec le contrat d'architecte, j'imagine, même si ça rentre en cause, c'est la temporalité. Oui, bien sûr, rien à voir. Est-ce que quand tu retournes dans un jardin ou un parc que tu as conçu et réalisé, quel est ton sentiment? Enfin, tu t'attends à quoi?
Parce que ça on ne peut pas le dessiner, on ne peut pas le raconter non plus quand on remet le projet. On ne peut pas dire le jardin. Moi, je me souviens très bien de ta conférence inaugurale au Collège de France il y a quelques années. Tu avais eu une formule que j'avais trouvée absolument extraordinaire. Tu avais sorti de ta poche des graines et tu avais dit voilà, il faudrait que les maires, les élus inaugurent les graines et non pas le jardin qui est terminé et qui est avec des arbres qu'on a été chercher ailleurs, qui ont déjà 30 ans d'âge ou 40 ans. Eh bien, ça m'avait beaucoup plu parce que ça montrait que là, on était au cœur du vivant. C'est-à-dire que le vivant, il est pas figé, mais il peut aussi mourir en cours de route. Donc, un jardin qu'on a, entre guillemets, imaginé de telle manière, peut peut-être produire autre chose compte tenu des aléas climatiques que personne n'avait pu envisager. C'est sûr, là, on est encore plus aujourd'hui dans la transformation qu'on l'était il y a quelques années, quand moi j'ai fait les propositions du jardin en mouvement. Mais ça, c'était déjà une liberté laissée aux inventions de la nature à travers les comportements végétaux. Mais aujourd'hui, on est un peu plus dans l'interrogation par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les séries floristiques qui vont s'implanter. Donc il faut qu'on soit dans l'observation. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de la co-signature. Il faut travailler avec des gens qui sont là, sur le terrain, qui vont vous relayer, mais et on ne sait pas les délais, on ne peut pas les donner. Mais ces missions-là devraient être acceptées. Pour l'instant, c'est seulement le Conservatoire du littoral qui, moi, me missionne sur le domaine du Rayol, dans le Midi. Je fais ça depuis 32 ans. Je ne pourrais pas le faire avec tous les autres projets, hein. C'est pas possible, mais on peut déléguer. On peut avoir des gens qui sont missionnés pour ça. Et suivre, et puis dire, non, ça, je n'avais pas prévu, je le garde, ça, on l'enlève, ça. Et de discuter avec les gens qui sont sur le terrain tout le temps. Heureusement, au domaine du Rayol, il y en a, c'est des jardiniers merveilleux, des vrais. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. Mais dans le parc André Citroën, par exemple, je trouve qu'il y a eu subitement, récemment, une évolution qui me plaît bien. Prise de conscience de quelque chose qui était ce qu'on a raté. On a raté je sais pas, on a travaillé là, nous sommes 4 concepteurs, hein, je ne suis pas tout seul, et travaillé là à une époque où on était encore dans l'illusion de la maîtrise absolue, et en particulier sur l'eau. Mais aujourd'hui, gérer les problèmes de fontainerie, c'est tellement coûteux, et depuis très longtemps, c'est coûteux déjà, hein. Mais on n'a pas pu les maintenir, c'est devenu n'importe quoi. Et il y a, je ne sais pas si vous connaissez ce parc, mais il y a un canal qui maintenant est foutu, il ne marche plus. Eh bien, la direction, ça c'est indépendant des concepteurs, a décidé de faire quelque chose qui est beaucoup plus, pour le coup, biologique, qui utilise peut-être les montants architecturaux, d'accord, mais qui va en faire un milieu, avec de l'humidité sans doute, mais un milieu vivant. Et moi, je trouve ça super. Là, pour le coup, je dis, OK, voilà, ils ont évolué, il faut qu'on évolue aussi nous, et on doit accepter quelque chose qui est une transformation comme ça. Co-signature. Il y a les dirigeants qui, tout à coup, réfléchissent. Tu te rends compte ? Est-ce que tu peux, avant que je passe le micro pour que vous puissiez poser des questions, est-ce que tu peux revenir sur trois notions dès qu'on dit Gilles Clément, immédiatement, on pense à 3 notions, jardin en mouvement, jardin planétaire et tiers paysage. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer comment tu as élaboré ces 3 notions-là et ce que, avec le recul, est-ce que tu les chahutes un petit peu, est-ce que tu les réorientes ou est-ce que tu signes en disant « Oh, c'était pas si mal, hein, j'ai fait des choses pas mal ». Pour l'instant, je n'ai pas réorienté vraiment. Le jardin en mouvement, c'est un terme qui vient d'un mode de gestion, c'est un constat. C'est quand je vous disais à partir du moment, donc c'est vieux, 77, où j'ai acheté un terrain et je voulais faire un jardin, je me suis dit je tue pas, je fais quoi, je regarde. Et l'une des choses importantes qui s'est passée, en dehors de protéger les insectes et les taupes, de ne pas tuer, quoi, ça a été de regarder le comportement végétal, en particulier des thérophytes. Les thérophytes, ce sont les plantes annuelles et bisannuelles, mais qui elles, n'ont aucune capacité pour survivre par le système végétatif, à partir des racines et à partir de quoi, rien du tout. C'est la graine. C'est la graine ou rien. Donc il faut qu'elle se reproduise. Mais il se trouve que ces plantes-là, une graine, ça peut voler, hein. Ça se transporte avec énormément d'animaux et le vent. Bon, elle était là.
cette année, et l'année d'après, elle est là-bas, elle est là-bas, elle est ailleurs, quoi. Mais si on la veut, ou si on veut simplement la garder pour des raisons de protection de la diversité, ben, le jardin, on accepte qu'il change de forme, puisque le vagabondage, il est très important. Et c'est la berce du Caucase, qui est une plante évidemment sur la liste noire, parce qu'on est complètement aberrant avec ces lois idiotes, et qu'on dit que ben non, elle est exotique, elle n'a pas le droit de venir, elle est du Caucase, elle est interdite, nanana, etc. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est très importante. Elle transforme l'espace. Elle accueille les insectes. Elle fait des ombelles magnifiques. Et elle est hétérophyte. Elle apparaît en début d'été. Elle fleurit au printemps. Elle apparaît en fin d'été. Elle passe l'hiver. Elle fleurit au printemps. Elle fait des hampes florales absolument gigantesques à 3 mètres de haut. C'est une ombellifère fantastique. Elle s'appelle Montegazianum, Heracleum Montegazianum, parce que c'était Mantegazza qui était allé dans cette mission dans le Caucase et qui l'avait rapportée. Et puis, évidemment, elle n'est plus là, et elle va se déplacer, elle est là-bas. Et comme elle est arrivée pour la première fois dans un passage étroit, je me suis dit, je veux la garder, je ne pourrai plus passer là, donc je vais passer à côté. J'ai transformé le jardin, enfin le passage. Il a changé de forme, mais c'est à cause du déplacement physique des espèces sur le terrain. Donc tout bouge, il est en mouvement à cause du mouvement des plantes. Toutes les plantes bougent, hein, même les arbres. Mais c'est pas pareil, c'est pas au même rythme, et c'est pas du tout de la même. Mais celle-là, c'est rapide. Hein. Donc je me suis appris à jardiner ça, je ne vais pas vous raconter dans les détails, mais c'est dû à ça. Et à partir de ce moment-là, quand on accepte le déplacement physique, on accepte aussi tous les modes comportementaux. On les interprète. Un arbre tombe, il n'est pas forcément mort si les racines sont toujours ancrées. Et il va continuer à vivre, mais couché. Et il va réitérer et faire une espèce de bosquet à lui tout seul, etc. Vous voyez, c'est ça, le jardin en mouvement. Donc je l'ai proposé le terme pour ça, pour dire on gère autrement. Le jardin planétaire, c'est arrivé plus tard. Et c'est suite à une série de voyages où là, je constatais que des tas d'espèces dont on nous disait elles sont originaires de tel endroit du monde, celles-là de tel endroit du monde, c'était finalement un peu partout. Et elles se déplaçaient, elles étaient arrivées probablement, une partie naturellement, hein, depuis toujours avant nous, mais une partie parce que nous avons accéléré ce mouvement-là. Mais il y a des espèces dont on ne connaît même pas l'origine géographique. Une noix de coco, vous ne pouvez pas savoir d'où elle vient. Elle voyage sur la couronne tropicale, elle est transportée par les cyclones, les courants marins, c'est la plus grosse graine du monde. Hein. Et elle va se mettre là où c'est possible pour elle, c'est-à-dire un sable un peu salé, et ça va pousser, mais sur la couronne tropicale. Ok, bon voilà. Quand on a compris ça, on se dit c'est pareil pour tout, mais pour tout. On va alors en Australie, je vois des vipérines, qui est une très jolie plante bleue européenne. En Afrique du Sud, des pins qui viennent de la Méditerranée. Enfin, tout était comme ça. Au Chili, un Mesembryontemum, qui est comme la griffe de sorcière, qui arrive d'Afrique du Sud. Je dis, bon, d'accord. Et bien, finalement, c'est le brassage planétaire. Le mot jardin signifie enclos et paradis. Dans l'enclos, dès le début, dès le premier jardin, qui a été fait lors de la première sédentarisation, il y a eu une importation. Les sédentaires premiers, qui étaient des nomades, sont allés chercher les plantes qu'ils connaissaient le long de leur parcours et les ont mis dans l'enclos. Importation. Petit à petit, avec les moyens techniques, ils sont allés de plus en plus loin, chercher des choses de plus en plus rares. Les pommes de terre et les tomates, ça ne vient pas de chez nous. Hein. Mais il y en a partout. Tout le monde les cultive. Donc le premier jardin, qui est donc vivrier, hein, plus qu'autre chose, mais il devient tout à la fois, il est un lieu du brassage planétaire, tout de suite. Forcément. Donc ça, c'est la raison, on peut dire, basique, fondamentale. La seconde, c'est la couverture anthropique. Vous voyagez, vous voyez les humains absolument partout. Même là où ils ne mettent pas les pieds, ils savent ce qui s'y passe, en gros, même s'ils n'y vont pas beaucoup. Pareil pour le jardin, des endroits où on ne va pas, mais finalement, on sait ce qui s'y passe, bon, on est partout. Et la troisième raison, c'est la définition. Le mot jardin veut dire enclos. Toute la vie se passe dans la biosphère, petit enclos, dans l'eau. Il n'y a pas de vie sans eau,
Et la limite, c'est le sommet de la troposphère et le fond des océans, un petit peu en dessous, aussi un peu, pas beaucoup. Ça, c'est la biosphère. Tout est là, tout est là. On est dans le jardin. Donc quand on a dit ça, c'est-à-dire quand on a dit la planète est un jardin, c'est ça ma proposition. Le jardin planétaire, ça n'est pas du tout quelque chose qui existerait ici ou là. Quand on fait, comme au domaine du Rayol, un jardin basé sur les biomes méditerranéens à l'échelle planétaire, ok, c'est un index planétaire, ça n'est pas le jardin planétaire. Le jardin planétaire, c'est la planète. Quand on a dit ça, on nomme la totalité des passagers de la Terre comme étant des jardiniers planétaires. Alors évidemment, ils ne le savent pas. Puis il y a les bons et les mauvais dans l'histoire. Il y a pour l'instant un peu plus de mauvais que de bons, ça ne fait pas de doute. Mais c'est le fait. Vous faites quelque chose ici, ça a une répercussion à l'autre bout. On n'a jamais eu autant de girolles et de cèpes au moment de Fukushima ou de Tchernobyl. Jamais. Dans la Creuse. J'habite la Creuse. Vous voyez, c'est pas tout près. Jamais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un effet, quoi. Covid, vous avez la démonstration. On est dans le même bain, tous. Et c'est bien ça la question du vivant aujourd'hui, comment on fait pour remettre dans l'atmosphère et dans l'eau quelque chose qui permet de ne pas dégrader ni l'un ni l'autre. C'est compliqué, on boit un verre d'eau. Cette eau, elle a été bue déjà par des plantes, par des animaux et par des humains, plusieurs fois. Ah bon ? Quand j'ai appris ça pour la première fois, ça m'a fait drôle. Je me dis, bon, d'accord, mais comment on fait pour continuer à vivre si on remet dans l'eau n'importe quoi, n'importe comment ? On ne peut pas. Donc on doit changer de mode de vie. C'est ça que ça nous apprend, le jardin planétaire. Et le tiers paysage, excusez-moi, je suis un peu long. C'est juste là où on ne fait rien, parce que ce n'est pas nécessaire de faire quelque chose. Et on peut constater que ce sont chaque fois, ces lieux-là, des territoires d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs. Parce que partout ailleurs, on exploite, on a de l'industrie, même les espaces ruraux sont industrialisés. Mais il y a des endroits où on n'y va pas, ça, là, pour le coup, on trouve les espèces. Quand, par hasard, heureux, il n'y a pas une modification du biotope à tel point que ça deviendrait mortel. Mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Et c'est très important, parce que une friche peut devenir, finalement, très vite, un trésor. On change complètement de regard. Là, on change de modèle culturel. Une friche était vue comme quelque chose qui est l'abandon du pouvoir sur l'espace. Et alors, ça fait pas chic, ça. Ah, cette plante, elle est mauvaise, c'est une mauvaise herbe. Ça veut rien dire. Rien dire. Donc, on est dans l'obligation de changer de modèle culturel, mais complet. Et ça date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on nous disait déjà un tout petit peu en 68, que Dumont évoquait, le premier à avoir parlé de l'écologie politique. Bon, on a un petit peu perdu du temps. Il faut se rattraper. Avant de vous passer la parole, j'ai une question, la dernière que je te pose, parce que c'est une question que je veux te poser depuis longtemps, puisque, comme tu le sais, je travaille plutôt sur l'urbanisation planétaire. Et là, depuis quelques années, et ça revient en force maintenant, colloques, débats, tables rondes, taratata, sur la nature en ville. Alors je voudrais avoir ton point de vue sur cette expression. Ça ne veut rien dire. C'est la nature, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants. Nous faisons partie de la nature, nous sommes des animaux. Et quand par hasard, le vivant non humain est un petit peu plus présent que les humains d'habitude dans la ville, tant mieux. C'est tout. La nature en ville... j'ai fait discuter 2 pigeons dans un petit texte que j'ai donné à l'Arsenal, qui pose des questions sur les animaux dans la ville. Et ils sont là, ils regardent les humains, les animaux humains. Et ils disent, alors, tu crois qu'ils nous voient Non, ils regardent leurs mains. Ah bon ? Mais pourquoi ? Parce que c'est écrit là, voilà. Puis ils comptent la vitesse à laquelle ils marchent, ils sont dans les chiffres, quoi. Mais ils ne regardent pas. Bon, j'exagérais, je ne vais pas vous raconter le truc, mais en gros, c'est une caricature de comportement qui est des humains, mais vu par les animaux. En fait, si la nature est d'accord pour vivre avec nous, mais la nature, je mets des guillemets, puisque pour moi, ça ne veut rien dire, disons, le vivant non humain est d'accord pour vivre avec nous, si nous sommes d'accord pour vivre avec ce vivant non humain.
Il suffit de l'accepter, c'est tout. Non, mais je te demande ça parce que il y a dans tous les discours politiques des maires, hein, des mégalopoles, pas seulement en France, il y a la toiture la toiture végétale, le mur végétal, la ferme urbaine, tous ces trucs-là, comme étant une sorte de on avait oublié la nature, maintenant on va la réinstaller en ville. C'est pas dangereux, ça. Enfin, tant mieux, pourquoi pas. Je veux dire, on peut compenser. Mais ce qui est plus étonnant peut-être, c'est qu'on fasse ça, ou qu'on ne le fasse pas, mais qu'on abandonne ce qui a été fait dans beaucoup de grandes villes maintenant, l'usage de ce qui tue. Ça suffit déjà pour faire revenir énormément d'espèces. Et ça a été le cas au point qu'on pu obtenir du miel que vous connaissez sous le nom de miel béton. Il est fait à Saint-Denis, il y a une ferme d'ailleurs maintenant, et Olivier Darnay s'occupe de ce genre de choses. C'est magnifique et c'est très précieux. Mais par contre, si vous sortez disons du Grand Paris, de l'île de France, vous allez dans un espace rural exploité industriellement, là vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez pas faire de miel. Mais pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? Est-ce que c'est la ville qui protège la diversité et la vie en général ? C'est compliqué. Là, il faut arrêter la façon d'exploiter industriellement le territoire rural. C'est gravissime. Je ne vais pas donner mon point de vue parce que je serais trop long. Qui souhaite intervenir, poser une question, faire une remarque ? Je vais me déplacer. Je fais gaffe de ne pas me casser la figure parce que là, j'ai bien descendu. Bonsoir, moi j'avais juste une question par rapport à l'intervention justement. À partir de quand vous mettez le curseur sur l'intervention ? Quand est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Quand est-ce qu'il ne faut rien faire ? Ça se place où, le curseur ? À partir de quand ? Alors là, il y a eu un moment important qui a été le projet du parc Matisse à Lille, où je ne sais plus la date précise, où là, j'ai fait la proposition d'utiliser ce qui était le résultat des gravats, des gravats qui étaient le résultat de la fabrication de la gare Lille-Europe, et cette colline-là, en faire une sorte de relief un peu plat, sur lequel on laisserait venir le paysage naturel comme il en a envie, avec les oiseaux, les graines, enfin tout ce qui était. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est la première réalisation abordant ce sujet. Mais en réalité, je n'avais pas utilisé le mot tiers-paysage, je ne le connaissais pas. Tiers-paysage, c'est le troisième paysage. Je vous en ai parlé là tout à l'heure ou pas ? Je ne sais plus ce que je dis moi maintenant, je suis fatigué là. Mais en gros, c'est le paysage où on n'intervient pas, d'accord, mais il s'appelle comme ça parce que c'était suite à une analyse autour du lac de Vassivière où on dit le paysage d'ombre, il n'y a pas grand-chose en dessous, c'est des Douglas, diversité très appauvrie. Le paysage de la lumière, c'est des prairies, mais bon, un peu traitées et tout, c'est pas grand-chose. Et c'est là où on ne fait rien qu'il y a une diversité importante. Et donc, j'ai baptisé ça le troisième, puis finalement le tiers, référence à Sieyès au moment de la Révolution, parlant du tiers-état. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout le monde, c'est toute la diversité humaine à l'époque. Bon. Qu'aspire-t-il à devenir ? Quelque chose. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent ? Pas grand-chose, il n'avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir quelque chose ? Si je dis ça, c'est un trésor, c'est pour le futur, je ne pense pas que les espèces en question imaginent, elles, qu'elles veulent devenir quelque chose, mais nous avons besoin. Donc c'est pour le futur. Donc c'est arrivé principalement à ce moment-là, et j'ai plus la date en tête non plus. Mais c'est ça l'idée. Elle vient d'une analyse du paysage. Ensuite, des réalisations. Il n'y en a pas eu beaucoup qui portent ce nom. Il y a le parc de Lille, d'accord, et qui d'ailleurs, le nom de cet objet au centre, je l'appelais l'île d'Herborance, en référence à un lieu dans le Valais suisse, où à cet endroit-là, il y avait eu autrefois une forêt qui est tombée au moment où on faisait le concours avec l'agence Empreinte, et qui était une des rares forêts primaires en Europe, dans cette petite partie de la Suisse. Puis elle se reconstitue et tout va bien depuis, mais si elle était comme ça protégée, c'est parce que les parois étaient trop verticales et personne n'y allait. Donc c'était protégé par le fait qu'on n'y allait pas. Voilà. Donc ça date de... Qu'est-ce que je vais dire, moi ? Je
Je devrais retrouver les dates là, mais je ne sais plus. Bonsoir, j'ai une question concernant un concept qui monte aujourd'hui qui s'appelle le rewilding en anglais, ou on pourrait appeler ça de retour à l'état sauvage. J'ai l'impression qu'il y a 3 concepts. Il y a le jardin, il y a le champ, le milieu transformé par l'humain, et l'écosystème natif. Comment vous voyez ces changements dans l'avenir? Est-ce que finalement, est-ce qu'on ne souhaiterait pas revenir vers une approche un peu comme les Indiens d'Amazonie, où le jardin est une sorte de structure temporaire au milieu d'un écosystème natif qui reprend ses droits après? Enfin, quel est votre avis sur tout ça? Écosystème natif, j'y crois pas vraiment, parce qu'il est tout le temps changeant. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est natif. On pense que ça existe, mais non. Ce qui est important, c'est de ne pas bouleverser les capacités de l'équilibre de l'écosystème. Aronson, qui est un scientifique qui travaille à Montpellier, parle d'écosystèmes émergents en associant des espèces qui sont là depuis un certain temps avec celles qui viennent d'arriver. Et c'est un équilibre qui s'établit au bout d'un moment. Il y a peut-être parfois des espèces qui en souffrent, mais au bout d'un moment, quand même, ça se respecte, quoi. C'est pas le mélange des espèces en soi qui vient faire s'effondrer la diversité. C'est l'imperméabilisation et le traitement chimique. Pour être plus précis, l'écosystème natif, c'est celui qui apparaîtrait si on ne touchait à rien pendant des siècles. Oui. Par exemple, la forêt primaire. C'est Oui. un écosystème assez stable, on va dire. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Mais vous voyez l'île de la Réunion, je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, vous avez des acacias hétérophylla qui arrivent d'on ne sait pas où. Ils sont endémiques, comme on dit, ils n'existent que là. Pour le coup, c'est la flore native, ça. Mais il est vraisemblable que c'est issu d'un transformisme dans le temps et que les graines sont arrivées parce que c'est un volcan au départ. Alors il sort de la mer, il n'y a rien. Et au bout d'un moment, il sort de la mer récemment dans l'histoire de la planète. Donc il y a des plantes qui existaient bien avant et ça viendrait d'Australie. Vous voyez, l'oiseau, il a voyagé là, pour arriver à laisser tomber quelques graines sur cet îlot. Donc ce qui est très très intéressant, c'est d'utiliser la flore adaptée au lieu. Elle est forcément, on peut la dire native si vous voulez, mais elle est en tout cas en équilibre et elle ne souffre pas. Et elle n'a pas besoin d'assistance. Ça, c'est très précieux. Donc il faut qu'on retrouve une connaissance sur ces riz flouristiques, pour nous surtout, mais même animal aussi, capable de vivre sans qu'on l'assiste. Merci. Bonjour. J'ai une question par rapport tout à l'heure. Vous parliez de graines. Vous parliez de graines tout à l'heure. Et les graines emmagasinent toute la génétique de la plante. Plus longtemps la plante a vécu, plus elle va emmagasiner d'informations. Est-ce qu'elle les transmet potentiellement par les graines? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez en général? Alors, il va y avoir je ne cherche pas à vendre ma salade, mais une exposition sur les graines au 104, là, qui va arriver tout bientôt. Où est-ce que vous êtes déjà? Là-bas. On ne voit pas, c'est compliqué. Voilà. Oui. Et on aborde ce sujet un peu. Alors, la graine, c'est vraiment l'organe le plus extraordinaire qui existe dans le monde vivant. Déjà, ça vient du monde végétal, il n'existe pas d'équivalent aussi résistant dans le temps dans le monde animal, par peut-être des micro-organismes, mais tellement, là, c'est pas... Elle peut résister énormément. C'est la dormance, avec des durées de vie qu'on ne soupçonne pas, quoi. Ça peut être jusqu'à plusieurs milliers d'années, une graine dans le sol. Il y a eu pendant, peut-être, vous ne vous rappelez pas, parce que c'était il y a 25 ans ou 30 ans, un incendie dans Yellowstone. Et là, les scientifiques ont vu arriver des plantes qu'ils n'avaient jamais vues, jamais. Mais qu'ils connaissaient scientifiquement en étant que des fossiles. Ben non, elles dormaient.
elles attendaient la levée de dormance par les chocs thermiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les pyrophytes, les plantes du feu. Et il y en a parmi elles qui peuvent résister des siècles, des millénaires, quoi. Donc les graines sont des organes absolument extraordinaires. Et puis elles sont, alors ça c'est la résistance dans le temps, mais elles sont adaptées au voyage, presque toutes. C'est très très rare qu'il n'y en ait pas qui ne le soient pas, même les plus pondéreuses, qui tombent comme une cerise, il y a un noyau dedans, voilà, vous dites ça voyage, ça, ben oui ça voyage. Ça voyage dans le tube digestif d'un oiseau. Et ça ne germe que si c'est passé dans le tube digestif pour qu'il y ait une levée de dormance grâce à l'acidité. Il faut que ça passe par un animal. Alors c'est pas forcément uniquement un oiseau, ça peut être une martre, un renard, enfin il y a plein d'animaux qui font ça. Et il faut protéger les animaux aussi pour ça. C'est très compliqué le métier dans lequel nous faisons parce que il aborde un être vivant en disant oui on a une plante, un arbre, un machin. C'est pas ça, c'est un écosystème à chaque fois, tout le temps. Quand vous regardez le Senson de Jacob, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une espèce de truc un peu qui fleurit comme un pissenlit, c'est pas génial et tout. Et puis tout à coup, vous voyez une chenille rayée. Rayée, ça veut dire j'ai pas le droit d'être mangé parce que je suis poison. L'oiseau, il le sait. Hein, mais elle va donner un papillon qui s'appelle la goutte de sang, mais le papillon, lui, peut être... Enfin bref, vous êtes tout de suite, immédiatement, dans la complexité de l'écosystème. Pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs? Je ne sais plus. Ah oui, la graine. Oui, la graine. Et finalement, la graine résiste donc dans le temps, mais la graine aussi voyage, et utilisant beaucoup les animaux. Et le vent, ça marche. Vous connaissez le pissenlit, hein, ça marche très 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 bien, et ça peut aller très très loin. Alors, il y a un paysagiste, Vincent Maillot, avec qui je travaille en ce moment pour Arquesnan, et qui lui a fait son diplôme avec les samars d'érable. Vous voyez comment c'est une samare, c'est une graine un peu lourde, mais qui est associée à une sorte d'aile, comme une laine de libellule. Hein, voilà. Si vous la lancez, ça tourne comme un hélicoptère, comme ça, et c'est poussé par le vent et ça s'en va, ça voyage, quoi. Il en a ramassé 800, il les a peints en rouge, il est monté à la Tour Eiffel et il les a jetés. Et ensuite, il est allé les ramasser pour faire une cartographie de... Il n'a pas pu monter tout en haut, mais enfin, quand même, c'était pas mal. Il a eu beaucoup de mal à les retrouver, parce qu'il y en a qui sont allés beaucoup plus loin que prévu, mais ça donne une idée de la possibilité du voyage, même pour des graines qui sont pondéreuses. Donc, les graines voyagent. Les graines résistent dans le temps. Les graines sont des aliments d'une puissance inouïe. On en mange beaucoup nous-mêmes. La qualité le monde végétal nous offre ça, c'est merveilleux, quoi. C'est un organe important. Il faudra aller au 104. Bonsoir. Moi, c'est Maria João Pita. Je suis. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je suis enseignante à l'ESSAGE et je suis architecte urbaniste de formation, pour le bien et pour le pire. Je me bats aussi avec cette besoin forcément de mélanger, mixer, mettre en mouvement les différents métiers, les différentes matières et la difficulté que le système nous impose de rester cloisonné, pas dans le sens du paradis clos, mais dans le sens de rester cloisonné sans dialogue. Du coup, revenant sur la question de l'architecte et du marché d'architecte qui les paysagistes a un peu pris. En fait, je pense que c'est aussi une question globale. Et là, je voulais un peu apaiser parce que je pense que nous, architectes, on souffre aussi. Et c'est justement ces dialogues de tous les métiers, architectes, urbanistes, ingénieurs, des gens qui sont dans les champs, ceux qui nettoient. Donc, on était très découpés de façon très raide. Et donc, voilà, j'espère ne pas dire des bêtises aux étudiants quand je dis, voilà, tout est mouvement, tout. Et nous, l'architecture aussi, bon, un bâtiment, aux 9h du matin, il n'est pas pareil qu'au soir. Quand il est neuf, c'est une chose. Quand il est à 80 ans, quand il est en ruine, c'est une autre. Et il y a aussi nature, parce que le béton est aussi une pierre qui a été mélangée à un moment, qui a un cycle de vie. Donc ça, j'aimerais bien partager ça, avoir un peu votre retour, parce que les choses que je n'aime vraiment... les choses que j'aime bien, c'est quand vous parlez
de baisser le conflit. On a vraiment besoin, là on le voit, on est sur le dur et j'espère aussi que votre contribution et de cette école à baisser le conflit et à tisser ces mélanges. Voilà. Donc ça c'est un peu un sujet 1. Il y a un deuxième sujet plus pratique que je pensais peut-être ça peut résoudre, c'est la question de notre difficulté à nous battre avec le temps. Vous avez parlé, le bébé il sort pas au bon moment, entre guillemets. Voilà, on a besoin d'une gestation de 9 mois, donc là on attend quelque chose. Donc il y a un conflit, un besoin d'un respect de cette attente. Donc soit la gestation, apparemment après c'est pas au bon moment, mais aussi de respecter le cycle de vie et à quelle échelle. Parce que nous, les humains, on a envie de voir des choses, mais peut-être pour cette non-action, vous parlez du tiers paysage, c'est hors échelle de ma vie. C'est 100, 1000, 1. Et donc ça revient pour clôturer, par exemple, quand on voit des projets de réforestation dans le désert, des zones qui étaient déforestées de façon très brutale, comment on doit se prendre? Est-ce que c'est une question de temps? Voilà. Merci. Alors, on peut voir évoluer un paysage de façon réelle, forte, dans un temps assez court. Ça dépend évidemment dans quelles zones climatiques on se trouve. Dans des zones désertiques, ça prend du temps. Mais j'ai vu, moi, évoluer, par exemple, les Landes, qui étaient des terrains en pente, pâturés quand même, pour se transformer en forêt en 14 ans, 15 ans, et en forêt, disons, jeune, avec des jeunes arbres, qui deviennent une forêt un peu adulte, enfin stable, pas adulte, mais stable, une quarantaine d'années plus tard, enfin 40 ans en tout. Et c'est fait une forêt quand même, c'est pas rien. Tout ça, c'est ce que j'appelle l'inversion du paysage, c'est-à-dire toute la surface des espaces en pente, où les machines ne sont jamais allées, mais où les humains allaient autrefois avec des animaux. Donc il y avait très peu de forêts, très peu d'arbres. Ils sont toutes devenues aujourd'hui des forêts. La boisée forestière est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle ou 80 ans. Et heureusement qu'elle existe quand même, parce que ce serait encore pire la qualité de l'atmosphère. Hein. Donc c'est pas quelque chose on peut quand même le voir au cours de sa vie, toutes ces choses-là. Et même une friche, ça évolue très vite, hein, vous le savez bien. Ça devient une friche armée avec des ronces, vous avez un changement quand même qui se fait rapidement. La première... Partage des sentiments, du besoin de... Oui, l'architecture, oui. Ben, moi j'avais été touché par le travail des Amérindiens en Guyane. C'est un département français. Ça fait bizarre. Hein. Et là, il y a une population qui s'installe en recul par rapport à la côte, mais qui, quand finalement il y a moins de tsunamis ou de je ne sais pas trop quoi, de gêne de la part de la mer, revient vers la mer et elle change à nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont acquis le principe du nomadisme en reconstruisant leurs bâtiments en permanence. Ça, c'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué. Et je trouve ça très intéressant. Alors ça veut dire qu'on a des matériaux qui sont adaptés à ça, qu'on peut s'y prendre pour le faire, transformer, changer et tout. Ça m'a bien plu, quoi. Là, ils ne sont pas obligés de l'air conditionné, rien du tout. Dans l'architecture vernaculaire, on voit aussi souvent ceux qui habitent l'hiver en haut, l'été en bas. Il y avait bien sûr, mais bien sûr. Mais vous imaginez à Ulaanbaatar, vous voyez où c'est? C'est en Mongolie. Vous voyez, ils ont construit des tours, hein, c'est les Russes et puis les Chinois, et ça fait quelque chose qui est vraiment quelque chose de bizarre, parce que ça donne une écriture qu'on trouve dans bon. Sauf qu'il fait moins 40 l'hiver, il y a 3 centrales de charbon pour chauffer tout ça. Pardon. Et finalement, c'est tellement froid, ces tours, qu'ils descendent dans leur yurts